son lame est la voix des forêts d'Asie du Sud-Est. Du haut des grands arbres, ils les dominent entièrement et leurs chants mélodieux se répandent sur plusieurs kilomètres. Singes sans queue, les gibbons font partie de la famille des orang-outans, des chimpanzés, des gorilles et des hommes. Mais au cours d'une évolution de plusieurs millions d'années, ils sont, eux, partis à la conquête d'un milieu quasiment inexploité, les sommets des forêts tropicales. Perchés à plus de 25 mètres du sol, rapides et audacieux, ils sont à peu près inaccessibles. Ils ne connaissent pratiquement aucun concurrent, ni aucun prédateur. Ainsi, il y a encore 20 ans, ces gibbons régnaient sans partage sur les forêts de la grande île de Phuket, au sud de la Thaïlande. Mais les gibbons ont disparu aujourd'hui de l'île et ont laissé les forêts désertes et silencieuses. C'est qu'en quelques années, Phuket est devenue une des régions les plus touristiques du globe et les gibbons ont été transformés en attractions. Dans les hôtels ou les bars, leurs mines affectueuses et leurs facéties servent à attirer les clients. Ils ont donc été arrachés tout bébés à la forêt. Pour ces gibbons, des hommes ont choisi de se battre. Ils ont créé un centre pour les accueillir, puis les réintroduire dans la nature. Grâce à ces hommes, peut-être entendra-t-on retentir à nouveau, dans les forêts de Phuket, le cri des gibbons. Patrick Cullen, biologiste australien, dirige aujourd'hui le centre de réhabilitation des gibbons de Phuket. Régulièrement, il quitte les forêts de l'île pour aller à la rencontre des propriétaires de gibbons, établir ou maintenir le contact avec eux. Il essaie de les convaincre de donner une meilleure vie à leur animal favori. Une quête qui le conduit parfois bien loin des forêts natales des gibbons, au cœur de la ville de Patong, haut lieu du tourisme local avec ses plages bondées toute la journée et ses bars chauds alignés les uns après les autres qui s'animent dès que la nuit tombe. Si elle ne peut comprendre les choses que je dis en anglais, est-ce que vous pourrez lui expliquer en thaï l'histoire des gibbons sauvages, comment ils vivent, ce qui est fait pour leur réhabilitation, des choses comme cela. Vous savez d'où elle venait? Ce que m'a raconté ma patronne, c'est qu'un gars européen, je ne sais d'où il venait, la lui a vendue toute petite. Oui, quand elle avait 1 mois, pour 3500 bahts. Avant à Phuket, il y a 10 ans, il y avait des gibbons dans la forêt. Mais maintenant, il n'y en a plus aucun. Nous essayons de les ramener dans la forêt, c'est ce que nous faisons, pour sauver les gibbons et leur donner une vie meilleure. Peut-être qu'on aura à faire ça dans 1 ou 2 ans, parce qu'elle se fait vieille maintenant. Quand ils atteignent l'âge de 6-7 ans, ils deviennent adultes. Puis 2 grandes dents leur poussent et ils deviennent très agressifs. Avant cet âge, ils sont vraiment calmes et affectueux. Après, ils sont menaçants et peuvent devenir dangereux, très dangereux même.
Nous cherchons à sensibiliser les gens, à changer leur rapport avec les gibbons, plutôt que de les critiquer. Si nous commencions à nous confronter aux gens d'ici, nous ne ferions que leur donner mauvaise conscience et dire « Comment vous pouvez faire ça aux gibbons? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire ?» ne servirait qu'à les effrayer. Et ils diraient à la police qu'ils n'en ont plus, et qu'ils les ont donnés et retourneraient immédiatement en chercher d'autres. Ça ne résoudrait pas le problème. Ce que nous voulons, c'est que les gens nous donnent d'eux-mêmes leurs gibbons. En 1992, une loi thaïlandaise a rendu totalement illégale la possession des gibbons et la CITES, une convention internationale, en interdit le commerce. Malgré cela, ce sont plus de 200 de ces animaux qui servent encore d'attraction pour les touristes sur la seule île de Phuket. Si le commerce continue, c'est qu'il est lucratif. Un bébé gibbon se vend entre 5 000 et 10 000 bahts, soit plus que le revenu mensuel moyen d'un Thaïlandais. Et s'il est acheté ce prix-là, c'est qu'un bébé gibbon reste un produit rentable. Les forêts de Phuket étant maintenant désertes, c'est vers d'autres régions que se tournent les trafiquants. Peu à peu, le danger s'étend inexorablement aux régions voisines et les gibbons sont de plus en plus menacés dans leur dernier retranchement. Les gibbons captifs, malgré l'affection de leur maître, vivent dans des conditions totalement inadaptées. Enchaînés toute la journée, comment pourraient-ils exercer leur locomotion qui, dans la nature, leur fait parcourir des kilomètres tous les jours? Pour certains, une chaîne trop courte, portée pendant des années, peut suffire à déformer irréversiblement leur corps. Le retour à la forêt n'est alors plus envisageable pour eux. D'autres auront plus de chance. Grâce aux contacts noués dans le respect par Patrick Cullen et ses collègues, les propriétaires font déjà appel à eux. Dans le village de Koh Phanui, lieu de passage obligé des excursions touristiques en baie de Phang Nga, Mark Mason, membre hollandais du centre de réhabilitation, se voit ainsi confier un gibbon de 4 ans. Son nom est Black, c'est ça? Black, oui. Black. Et elle travaille depuis combien de temps? Elle travaille depuis 3 ans. Elle ne travaille plus, elle ne fait plus de photos. La raison pour laquelle ils nous donnent le gibbon, c'est qu'il a presque 4 ans et demi et ils ne peuvent plus le faire travailler pour les touristes. Ils leur arrachent les lunettes et les jettent à l'eau ou leur tirent les cheveux. Les gibbons sont utilisés pour distraire les touristes. C'est pour ça que les gens en ont chez eux. Mais en plus, les gens ici aiment beaucoup les gibbons. Bye bye.
Black est conduit au centre de réhabilitation des gibbons de Phuket, un centre soutenu par les autorités thaïlandaises, mais pour l'instant dirigé par des biologistes et primatologues occidentaux amoureux de la nature et des singes. Ces chercheurs ne se contentent pas d'arracher les gibbons à leur vie des bars. Ils essaient de tout faire pour qu'ils puissent un jour affronter la vie sauvage. Pour la première fois, en plus de 3 ans, Black n'a plus de laisse qui le contraigne. Il peut se mouvoir librement, sauter, se pendre et finalement déjà réapprendre à se propulser avec ses longs bras comme un vrai gibbon doit savoir le faire. Pour lui, c'est peut-être le début d'une aventure qui lui permettra de retourner dans la forêt. Dans cette aventure, d'autres gibbons l'ont précédé. Plus de 40 ont comme lui quitté leur chaîne pour intégrer les cages du centre de réhabilitation de Phuket. Au milieu d'eux, Black entend pour la première fois de sa vie d'autres gibbons chanter. Dans de grandes cages aménagées et au contact de leurs semblables, les gibbons de Phuket vont pouvoir réapprendre à choisir leur nourriture, à se déplacer, à chanter, à vivre en couple, à défendre leur territoire. Mais tout cela prendra au moins 2 années, car ce long parcours est semé d'embûches et les séquelles de la captivité sont souvent très profondes. Les derniers arrivants portent encore les stigmates de leur vie passée enchaînée. Ils multiplient les comportements névrotiques, typiques des animaux en captivité. Des regards nerveux, inquiets et scrutateurs. Des gestes nerveux et répétitifs dirigés vers les hommes. Des gestes de protection, car le territoire mental du gibbon a été sans cesse violé par l'homme. Des comportements de substitution allant jusqu'à l'automutilation, comme ce gibbon qui se mange les doigts. Les stigmates peuvent être plus banals. La plupart des gibbons captifs marchent à terre comme des animaux domestiques au lieu de s'élancer vers les hauteurs, là où il n'y a pas de prédateurs, là où les gibbons trouvent leur nourriture. De tout cela, il va falloir les débarrasser. Ils devront surtout oublier les hommes, apprendre à les éviter et cesser tout contact positif ou négatif avec eux. Les gibbons de Phuket doivent réapprendre jusqu'aux gestes les plus simples, comme boire par exemple. Ceux qui viennent d'arriver au centre continuent de boire à la bouteille comme dans les bars. Dans la nature, ils ne pourront que plonger la tête dans des trous de pluie et tenter d'y happer l'eau, sans être aucunement assurés du résultat. Ils n'y survivraient pas. Au contact des autres, ceux qui ont déjà passé un certain temps au centre ont appris à boire comme des gibbons, et non plus comme les clients humains des bars buvant leur bière. Ils plongent le revers de la main dans l'eau et aspirent les gouttes qui s'écoulent sur leurs longs poils et entre leurs doigts. Ainsi, dans la nature, ils pourront atteindre les trous d'eau les plus inaccessibles en y plongeant leurs grands bras et réguler parfaitement les quantités selon leurs besoins. Pour bien marquer ce cheminement vers la vie sauvage, le centre est construit sur le flanc d'une colline. Plus les gibbons sont avancés dans le processus de l'apprentissage, plus ils s'enfoncent dans la forêt en rejoignant des cages placées plus haut sur la colline. Les sons, les odeurs,
Les couleurs de la forêt prennent alors le pas sur le monde des hommes. À l'étape ultime, au sommet de la colline, les gibbons n'ont plus aucun contact avec les hommes. Ils sont totalement isolés au cœur de la forêt. Tout se fait à distance. Une simple bâche les soustrait au regard. Derrière ce rideau, une famille vit ses derniers jours en cage. Bientôt, elle sera libérée dans la forêt, sur des îles protégées, et goûtera enfin au bonheur de la vie sauvage. Pidgey est le père de cette famille, Omalu la mère. Ensemble, ils ont mis au monde un bébé, Boom, aujourd'hui âgé de 2 ans. Boom est né au centre. Il n'a jamais connu les bars ou les restaurants de Phuket. Il n'a été élevé que par ses parents. Pour eux trois, ce sera bientôt l'aboutissement de 2 années de réadaptation. 2 années passées à oublier les hommes, à réapprendre la vie dans la nature et à recréer ces liens de famille si solides et si harmonieux, propres au gibbon. Sur ce long chemin vers la liberté, la première étape est d'accepter les autres gibbons comme ses semblables. Ce qui n'est pas évident pour des animaux élevés par les hommes. Ils peuvent se sentir plus humains que gibbons. Isolés des leurs, au contact des hommes, ils ont perdu les notions de solidarité et de partage qui sont le propre de leur espèce dans la nature. Au début, la méfiance est omniprésente. Les plus forts s'accaparent par exemple la nourriture et ce qu'ils considèrent comme des aliments de choix. Le gibbon Bill va même jusqu'à rester près du panier pour se l'approprier et éloigner les autres. Puis il va se poster devant le second de la même façon. Par contre, au sommet de la colline, dans la famille, le partage est la règle d'or. Manger ainsi ensemble, sans se disputer les morceaux, cela ne se voit chez quasiment aucun autre singe. Mais chez les gibbons, il n'existe aucune dominance comme on en voit chez les chimpanzés ou les gorilles. La famille est très soudée. Un couple se forme pour la vie une fois pour toutes. Ils sont donc très difficiles dans le choix de leur partenaire. Mais une fois qu'ils se sont choisis, ils se montrent plus tendres et plus câlins que la plupart des autres singes. Ce sont d'ailleurs les seuls singes monogames de l'Ancien Monde. Au sein même du couple, l'égalité règne. Il n'y a pas de différence morphologique marquée.
Mâles et femelles ont la même taille, les mêmes défenses et notamment la même dentition. Il y a aussi un vrai partage des tâches et très peu de différences dans les rôles sociaux. Au cours de l'épouillage, par exemple, qui est plus un acte de rapprochement social qu'une mesure d'hygiène, chacun épouille l'autre à tour de rôle. Mais les manifestations les plus éclatantes de ces liens du couple, ce sont bien les vocalisations. En couple, le mâle et la femelle alternent leur chant dans un ordre très spécifique. Quant aux célibataires, ils chantent dans l'espoir d'entendre une voix qui leur réponde, celle d'un partenaire potentiel. Au centre, ils chantent de cage en cage. Voici Bozo et Fred. Fred, c'est le gibbon noir, et Bozo, le brun. Fred est au centre de réhabilitation depuis 2 ans. Elle chantait, malgré cela, elle ne s'intéressait pas du tout au mâle qu'on lui présentait. Nous ne comprenions pas pourquoi. Puis un jour, Bozo, qui vivait tout à fait de l'autre côté du centre, s'est échappé de sa cage pour venir la voir. Ils chantaient de façon très évidente, mais nous n'avons pas réalisé tout de suite qu'ils chantaient ensemble. Puis il se mit à essayer d'entrer dans sa cage. Là, nous avons vu immédiatement qu'ils étaient en train d'établir une relation entre eux. Et donc, nous les avons mis ensemble dans une cage. Maintenant, ils forment un couple. Nous devons observer les gibbons de très très près pour composer les couples. Nous devons trouver qui chante avec qui. Ça, c'est la femelle. Et voici le mâle qui se met à chanter avec elle. Lors des vocalisations, le mâle commence par émettre des petits « ou » auxquels répond la femelle. Un échange s'ensuit jusqu'à ce que les vocalises de la femelle éclatent en une série de notes cristallines hautes perchées qu'aucun chanteur d'opéra ne pourra jamais imiter. C'est son fameux grand cri, le chant qui se répand le plus loin dans la forêt. En duo, leurs chants ne se chevauchent jamais. Ils alternent parfaitement et signifient ainsi aux autres gibbons que mâles et femelles forment bien un couple. Et comme seuls les couples détiennent un territoire inviolable, ils préviennent ainsi l'intrusion de gibbons étrangers. Mais ces vocalisations semblent exprimer davantage. Grâce à la diffusion d'enregistrements, les primatologues pensent que le couple indique aussi aux autres groupes la présence dans leur famille de jeunes en âge de procréer. Cela faciliterait les rencontres entre célibataires aux frontières des territoires. Car les gibbons, étant exclusivement monogames et chacun se montrant tellement jaloux des individus de même sexe, un jeune arrivé à l'âge adulte doit forcément quitter sa famille. Il peut alors rester 1 ou 2 ans à chercher un partenaire. Quand ils se sont trouvés, tous deux vont former un nouveau territoire et mêler leurs chants au concert des gibbons. C'est ainsi que s'étendent et prospèrent les populations de gibbons. Quand nous les relâchons dans la forêt tropicale, nous avons déjà établi des couples.
Ils sont alors capables de produire une descendance, de procréer et de créer ainsi une nouvelle population de gibbons. C'est cela que nous essayons de faire ici. Pas seulement de redonner la liberté aux gibbons en les réintroduisant dans la forêt. C'est la valeur de ce projet en termes de conservation. Réhabiliter les gibbons dans un espace menacé. Si nous avons un couple qui chante déjà, il est mieux armé pour la libération. Si l'on lâche des individus, il leur faudra passer par tout ce processus. Créer un couple, prendre possession d'un territoire. Et si nous pouvons déjà le faire lorsqu'ils sont en cage, ce sera un gros avantage pour eux. Ça, c'est une famille qui vit ici depuis un peu plus de 2 ans maintenant. La femelle a été enceinte ici. Le couple a eu son bébé ici et nous les tenons à l'écart des gens derrière cet écran. C'est un des aspects importants de la réhabilitation des gibbons que de les séparer des humains le plus possible afin que les gibbons apprennent à être des gibbons. Ce bébé a grandi sans avoir été touché par des gens ou porté par des gens, juste avec ses parents. Et il est prêt maintenant à entamer la deuxième partie du programme, vivre sur une île avec ses parents pour apprendre à exister à l'état sauvage. Nous lui avons donné des fruits de la forêt. Nous l'avons mis dans une grande cage, séparée des gens. Et sur l'île, nous espérons qu'il apprendra à sauter d'arbre en arbre, à se servir de ses bras, à connaître la nourriture sauvage et qu'il apprendra à tisser des liens avec ses congénères dans un vaste territoire. Dans tout ce processus, qui touche maintenant presque à sa fin, Boom aura eu la chance de tout apprendre de ses parents, comme un vrai bébé gibbon, même s'il l'a fait en cage. Il a pu, par exemple, apprendre à se déplacer à la manière des gibbons, en jouant avec ses parents. Car c'est par le jeu que s'apprend dans la nature la vie de gibbon. Et ici, un jeu de poursuite s'est instauré. Omalu s'arrête pour attendre Boom par 2 fois, mais repart dès qu'elle le voit arriver, et surtout avant qu'il ne puisse s'accrocher à elle. Avec ténacité, Boom la suit. Bientôt, c'est au cœur même de la forêt que Omalu, Pidgey et Boom vont pouvoir se poursuivre et jouer. Cette forêt tropicale où les arbres se dressent en imposants géants, où les plantes grimpantes se frayent un passage vers la lumière. Un monde fait pour les gibbons. Je pense que nous pouvons être optimistes en ce qui concerne la libération de cette famille, car Omalu, la femelle, s'est évadée une fois de sa cage pour aller dans la forêt. Elle est restée pendant près de 4 mois, toute seule dans cette forêt, derrière le centre.
Quand la saison des pluies est arrivée, elle est revenue. S'est assise à l'entrée du centre. Elle n'était pas sous-alimentée, elle était en bonne santé et ne semblait pas affectée. Le fait qu'Oumalou ait choisi de se sauver dans la forêt est aussi un bon signe. Car la plupart de nos gibbons, quand ils viennent d'arriver ici, qu'ils sont à la première étape de ce processus et qu'ils s'évadent, ce qui arrive parfois quand on oublie de fermer une porte par exemple, ils vont directement en bas au restaurant et se comportent de nouveau comme des animaux domestiques. Mấy lồn rồi mình xét na xét tả mà tao giờ coi ta lê tao mà mình xét tả lại quay khí mình xét tao giờ mình xét bé còn con tuổiนั้นกี่ว่าxét tả mấy nhiều phụ không tao giờ tụi ta lấy cái nó cá tiệp lắm tiệp luôn cá tiệp đó đi đốp nè đây lấy cái này hết tốt Certains gibbons sont toujours tentés de retourner vers les hommes. Si l'on veut qu'ils retrouvent un jour la liberté et survivent, il faut les obliger à se détacher des hommes, et donc les faire passer par l'épreuve des cages, même si cela est parfois douloureux et qu'on aurait envie de se laisser attendrir. Certains n'y arriveront pourtant jamais. Dans leur cas, la réhabilitation sera impossible. J'ai réalisé qu'elle arrivait sur moi. La porte est un peu ouverte de toute manière, celle-ci. Non, c'est là. Et si elle ressortait maintenant? Non, elle a ouvert l'autre porte. Ah, ok. J'étais en train de nettoyer. C'est pour ça que c'est arrivé. Je nettoyais, elle a passé sa main par-dessous, et quand j'ai levé les yeux, soudain, elle était déjà sur moi. So she can't get her fingers under it. Parce qu'ils ont su passer cette épreuve des cages, Pidgey, Oumalou et Boom vivent aujourd'hui leur dernière nuit au centre. Demain, ils seront emmenés vers les îles et la liberté. Au matin, les hommes font intrusion pour la première fois depuis plusieurs mois dans le territoire de la famille. La mère pousse des cris d'alarme, tandis que le petit émet des sons stridents de peur totalement inhabituels. Pour la famille,
c'est de loin l'épisode le plus stressant de tout le processus qui commence. Des cages, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, ils en ont vu depuis 2 ans et ils savent que quand les hommes se mettent à les manipuler, c'est qu'il va forcément se passer quelque chose de spécial. En leur offrant de la nourriture, on essaie de tromper leur méfiance et de les attirer dans une cage de transport. Pour attraper Boom, un homme va pour la première fois rentrer dans la cage et pénétrer de plein pied dans son territoire. Pour la première fois aussi, Boom va être touché par quelqu'un d'autre que ses parents. Pour lui, le stress est à son maximum. Careful. Careful. Boy. Should I help you? มาอยู่ไหนมาไหนที่คอมือมันตีมันเอาที่คออย่างเดียวมาโบนะที่มากทำมากอันตรายนะเดี๋ยวช้า มาตีนเข้าไปก่อนตีนนู้นสักอีกกระบาล Le voyage vers les îles va durer plus de 2 heures. Le bateau, la mer, de nouveaux environnements inconnus qui augmentent encore un peu le stress. Pour le diminuer, Boom et sa mère sont placés dans la même cage. Pidgey, le père, est à côté dans une autre cage pour prévenir toute réaction d'agressivité éventuelle vis-à-vis de Boom. Au cœur même de la baie de Pangna, plusieurs îles ont été confiées au centre par les autorités. 15 gibbons y ont déjà été relâchés depuis plus d'1 an. Leur chant se propage d'île en île. Notre famille va rejoindre l'une d'elles, l'île de Koh Deng, sur laquelle ils seront seuls dans un premier temps. Hey.
You all right there, Heike? Yeah. Wait. From this tree, then I can. Wait. Goodbye. Well, Gibbons are all right. That's okay. Elle est si calme maintenant. Elle me touche la main, on peut sentir qu'elle est encore effrayée par tout ce qui se passe. Elle était devenue agressive envers Boom à cause du stress. Mais on va la calmer maintenant. Enfin, autant que possible. Sur l'île, Pidgey, Omalu et Boom vont être laissés dans une cage pendant 3 jours. Le temps qu'ils se calment, que le stress disparaisse. Le temps aussi qu'ils s'habituent aux odeurs, aux couleurs et aux sons de la forêt. Now you can pull Mark. The plan. Get it away now. Tom and Ollie have a capture cage, huh? Yeah, catching burners, yeah. Cette cage, la dernière de leur vie, leur servira aussi de base pour établir leur territoire. Son emplacement a été choisi de manière à ce qu'ils puissent entendre chanter les gibbons des autres îles et établir avec eux des relations de voisinage. Ces 15 gibbons ont précédé Pidgey, Omalu et Boom dans leur conquête de la vie sauvage. Eux aussi viennent des bars ou des hôtels de Phuket. Sur les îles, à l'abri des hommes, protégés par la mer, perchés dans les plus hautes branches des arbres, à plus de 25 mètres du sol, à l'abri des prédateurs naturels, ils peuvent jouir de leur liberté retrouvée. Au cœur de la forêt, profitant de leur vie de gibbon, ils ne s'intéressent plus du tout aux hommes. Ils ont retrouvé leur grâce et leur élégance, s'élançant de branche en branche sans le moindre effort apparent. Ils sont redevenus ces acrobates de l'espace parmi les plus accomplis de tout le monde sauvage. On est loin des premiers sauts hésitants des gibbons, marchant au sol comme des animaux domestiques. Tout cet incroyable cheminement des bars de Patong jusqu'aux îles de la baie de Phang Nga a transformé des gibbons captifs, inactifs et silencieux, en gibbons sauvages évoluant en toute liberté dans la canopée.
Cette liberté, notre famille va bientôt la connaître. Après 3 jours passés au cœur de la forêt, la porte de la cage va s'ouvrir. Ce jour de la libération, c'est l'aboutissement de 2 longues années de travail pour tous les chercheurs du centre. Mais personne ne peut dire comment cela va se passer. Vont-ils foncer vers la forêt ou hésiter à franchir la porte et à s'élancer dans la vie sauvage? Comment va réagir Boom, lui qui n'a jamais connu que les cages? Pour 15 gibbons libérés, un seul a connu l'échec. Un taux de réussite qui laisse pas mal d'espoir pour la famille, en même temps qu'un peu d'inquiétude. C'est un sentiment incroyable de voir les gibbons sortir de la cage et grimper dans les arbres. Ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est un tel travail pour en arriver là. Et même quand on en est là, quand on a relâché les gibbons, on est obligé de laisser dans son cœur une petite place pour la déception, parce que tous les gibbons ne réussiront pas. Let's do it.